Se rend-on bien compte de l'énormité des mensonges et de l'invraisemblance des contes de fées imposés à notre peuple comme unique vérité autorisée, sans discontinuer, depuis plus de 40 ans, pour masquer sa liquidation et celle de son pays? Ainsi qu'à tous les autres peuples européens, du reste, avec la bénédiction et sous la férule de l'Union européenne, sainte église du dogme humanitaro-remplaciste. Toutes les colossales ressources des médias aux ordres, ces armes de destruction massive de la vérité, n'ont cessé de faire prendre des vessies pour des lanternes à une population hébétée par leur fantasmagorie, moralement désarmée par les sophismes vicieux des idéologues au pouvoir, et de plus en plus coupée de ses racines par sa déculturation méthodique. Remettons donc quelques vérités simples à leur juste place. Primo, il n'y a pas de crise migratoire, cette nouvelle expression mystificatrice de la novlangue. Il y a une ruée massive et déterminée de populations africano-arabo-musulmanes s'engouffrant sans vergogne dans une Europe laissée sans défense, plus offerte que la dernière des péripatéticiennes. Ruée exploitée par des passeurs esclavagistes de toujours, encouragée par nos adversaires géopolitiques et appelée de ses voeux par nos dévots de l'altérité, nos hallucinés de l'utopie mondialiste, nos adulateurs de l'universalisme mortifère. Il n'y a rien de fatal dans ce phénomène, rien d'une loi naturelle, rien d'une détresse humaine non plus, et tout d'une politique délibérée. Secondo, ces masses sont composées presque exclusivement de jeunes hommes, projetés sur nos territoires par des familles et des clans, la plupart provenant de pays qui ne sont pas en guerre ni en état de crise humanitaire. Ils sont en vérité très peu nombreux à venir de Syrie, par exemple. Ils sont l'investissement de populations allogènes ayant jeté de façon opportuniste leur dévolu sur notre patrimoine, puisqu'il n'est pas défendu. Patrimoine qu'ils détruiront faute d'avoir jamais su en constituer un, si peu que ce soit comparable, et parce qu'il ne leur correspond en rien, camelote marchande mise à part. Le lien de cause à effet que l'on sous-entend avec des guerres dont nous serions partie prenante est encore un leurre en vue de nous culpabiliser, cette ficelle utilisée ad nauseam. Ne parlons pas de la culpabilité que l'on insinue au passage en raison d'un passé colonialiste abhorré car défiguré. Outre que cette colonisation a aussi représenté une chance historique pour les peuples concernés, ne leur en déplaise, il y a belle lurette désormais qu'ils sont responsables de leur destin, et partant de leur échec patent à la saisir, cette chance, qu'ils sont responsables de leur incapacité, malgré bien des richesses souvent, à se hisser au niveau du concert des nations développées. Quelques rares contre-exemples existent, qui l'attestent, comme l'exception la règle, et qui, toujours, montrent que c'est bien la dimension culturelle qui est primordiale. Dans tous les cas, ces pseudo-raisons sont hors sujet. Tertio, ces derniers mensonges et ces dernières manipulations couronnent celles et ceux assénés sans réplique pendant des décennies pour masquer, contre toute évidence, l'entreprise résolue de submersion de nos pays par une immigration remplaçante menée parallèlement à la destruction de leur cadre national. Rappelez-vous. Tout d'abord, cette immigration de masse était un fantasme, démenti par les chiffres. Avec cela, nos retraites seraient néanmoins payées. Incohérence et illogisme ne font pas peur à la propagande, puisque ce sont ses raisons d'être, en comptant que plus c'est gros, mieux ça passe. Ensuite, c'était une réalité, mais pas si grande qu'on le disait. Le grand remplacement était exagéré, c'était un mythe d'extrême droite. Du reste, on fabriquait des Français, comme vous et moi, à tour de bras et en un temps record. Et de plus, cela représentait une chance formidable de renouvellement pour notre pays. Et maintenant que le désastre prend chaque jour un peu plus d'ampleur et que l'on ne peut plus l'offusquer, c'est une fatalité inéluctable et il est trop tard pour y remédier. Il faut s'y faire, c'est le dernier cri en matière de discours politique. Se faire aux attentats sanglants, aux meurtres, aux viols, au vol, à la violence, à l'inacceptable, à l'intolérable, à la désintégration de notre société et à notre disparition, et encore faut-il trouver cela merveilleux autant que rédempteur d'on ne sait trop quelle faute imaginaire. Autrement dit, nous en sommes au discours de la forfaiture accomplie et de la haute trahison menée à son terme. Car, quel est l'état des lieux? En l'absence de tout recensement fiable et surtout autorisé, la carte du dépistage de la drépanocytose en France métropolitaine est une bonne indication. Et elle indique que la moyenne nationale pour les naissances extra-européennes monte en 2015 à 38,85%.
et plus particulièrement à 73% en Île-de-France ou 52% en région PACA. Il est temps, en effet, plus que de sonner l'alarme, de sonner le tocsin. Face à cela, comment les choses se passent-elles? D'un bord, pour soutenir l'entreprise mondialiste, on trouve toute la caste médiatico-politique, les valets de l'oligarchie, et les collabos ou autres idiots utiles qui persistent dans un irénisme délirant, qui entendent aller au bout de leurs chimères et y entraîner tous leurs compatriotes. Soit les gauchistes culturels en stade terminal, les bien-pensants privilégiés amoureux du vivre ensemble, mais pour les autres, les chrétiens qui ont tout oublié de leur véritable religion, et toute la collection des victimes de la propagande. Propagande qui a été soutenue sans faille par la cécité volontaire, l'hypocrisie ou la servilité des donneurs de leçons, décrypteurs, spécialistes, sociologues et autres irresponsables appointés, ainsi que par les résidus de cul de basse-fosse faisant office d'élite intellectuelle depuis qu'ont disparu les auteurs et les œuvres. Tout ce marigot s'inféodant dans l'espoir de récolter quelques miettes du prestige et des prébendes de la caste oligarchique, dont la mondialisation a permis l'autonomisation complète en s'abstrayant de tout contrôle politique. De l'autre bord, et c'est nouveau, et c'est le point important, on voit timidement se lever des tentatives de résistance de la part de citoyens qui commencent à s'exprimer plus ouvertement. De Forges-les-Bains à Saint-Denis-de-Cabane, en passant par Saint-Brévin-les-Pins, Alex ou Valfleury, entre autres. Au fil de la lancinante et funèbre litanie des endroits réquisitionnés, des cibles de la schlag remplaciste de notre propre État. Mais des citoyens qui résistent sur de mauvaises bases, offrant des bâtons pour se faire battre, car ils louvoient avec le politiquement correct, donc s'y soumettent peu ou prou. Le refus de la dissémination des migrants entre guillemets ne doit pas se fonder sur des craintes, si fondées soient-elles. La proximité d'une école, le développement d'une mini-jungle tandis que Calais ne désemplira pas et ainsi de suite. Ni sur des raisons de bon sens, que peuvent devenir ces clandestins au fin fond de la Drôme ou dans une petite station balnéaire. Comment se fait-il que l'on puisse soudain, ce qui était jusque-là tout à fait impossible, même par grand froid, pour nos SDF et tous nos concitoyens, notamment ruraux, qui versent progressivement dans la grande pauvreté, etc. Non. Ce refus doit se fonder sur un rejet de principe. Ces gens sont des clandestins, des envahisseurs indésirables qui se maintiennent illégalement sur notre sol en cherchant à profiter du dévoiement de nos lois ou de leur non-application par un État complice. Ils n'ont strictement rien à faire chez nous quand ils ont tout à faire chez eux. Leur présence est en elle-même un scandale que l'on ne doit pas accepter. Et oui, il est légitime de ne pas vouloir être complice de cette félonnerie et de l'assassinat de la France qu'elle engendre. Et vouloir rester fidèle à nos morts, défendre notre héritage, préserver l'avenir de nos enfants et petits-enfants est plus que légitime, car c'est un devoir, et le plus sacré de tous. Et non, il n'est pas xénophobe de ne pas vouloir voir débarquer dans son pays, en masse et dans une anarchie sans nom, des gens en provenance de toute la terre. Cela alors que, très manifestement, ils ne partagent pas, de leurs hôtes involontaires et contraints, la culture, l'histoire, les mœurs, qu'ils n'ont pas la même patrie au cœur, patrie au sens propre, qui est la communauté des pères, des aïeux, et qui pour eux signifie ethnie, tribu, clan, fratrie, mais certainement pas cité, et moins encore cité politique, alors qu'ils débarquent avec armes et bagages, et dans leurs bagages, leur culture, leurs mœurs, leur fidélité, leurs allégeances exogènes, et le plus souvent hostiles. Oui, on peut le refuser pour d'excellentes raisons, et n'en être pas moins authentiquement xénophile, car c'est la xénophilie même que d'aimer l'étranger comme étranger, dans sa singularité, et partant dans son histoire, sa culture, et donc son pays, et pas déraciné, plongé dans notre modernité, jouet de notre destin, perdu par notre universalisme. On peut être réellement attaché aux Érythréens ou aux Somaliens, aux Afghans ou aux Maliens, mais en les respectant en propre, soit en Érythrée, Somalie, Afghanistan, Mali, et ainsi de suite. Non, il n'est pas raciste de considérer que son propre monde a le droit de persévérer dans son être, et que sa singularité a le droit de perdurer ailleurs que dans des réserves et autrement qu'en mode folklorique, pour finir dans les poubelles de l'histoire. Non, il n'est pas raciste de considérer qu'un étranger dont tout nous sépare culturellement n'est un hôte bienvenu que s'il est de passage,
qu'il ne peut, le cas échéant, s'assimiler que très exceptionnellement et à titre individuel, et que sinon, il n'a pas vocation à rester dans notre pays, dont sinon il ne peut alors être qu'un envahisseur, surtout s'il le fait de façon uniquement opportuniste et en masse, comme c'est le cas. Le rejet de l'hôte indésirable et envahissant est le corollaire du sens de l'hospitalité, et non pas son opposé. Et oui, le véritable humanisme, le véritable amour du prochain ne consiste pas à être le dindon d'une farce suicidaire et criminelle, finalement désastreuse pour tous. En revanche, oui, ceux qui accueillent à bras ouverts une immigration sans limite, sans foi ni loi, ne sont pas des xénophiles, mais bien plutôt des autophobes, des phobiques de leur héritage, des azimutés fans de toute singularité, à l'exception expresse de la leur, qu'ils vomissent. Et oui, ce sont littéralement des racistes, et de la pire espèce, qui se pensent au fond supérieurement bons à vouloir faire partager leur horizon, qu'ils jugent indépassable, à toute l'humanité, et qui par là détruisent celle de ces fameux autres, en même temps que la leur. Oui, ce sont des obsédés de la race, avec leur antiracisme sadique et inquisitorial, qui traquent ce racisme fantastiquement dans toutes les expressions pensées et arrière-pensées des leurs, allant jusqu'à censurer leur dictionnaire, alors que ces derniers forment l'un des peuples les moins racistes qui soient, et le plus attaché à la liberté individuelle, indépendamment de toute autre considération. Et ce sont en plus de dangereux pyromanes qui, dans le même temps, non seulement ignorent volontairement le racisme comme naturel des peuples d'importation, mais qui les ont tous remontés contre leurs hôtes désignés comme des racistes incorrigibles, comme des ennemis irréductibles de quoi, au fait, si ce n'est de leur race. Et oui, ces nihilistes sont, pour finir, des néocolonialistes de la pire espèce, qui prolongent la prétention progressiste des initiateurs et justificateurs de la colonisation, tous de gauche, ce que nos progressistes d'aujourd'hui ont réussi à faire oublier. La preuve, quel est l'ardent colonialiste qui a dit, je cite, il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Qui donc a dit cela? Réponse: Jules Ferry, devant la Chambre des députés le 28 juillet 1885. Et qui a dit, je cite encore, nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture, et de les appeler au progrès réalisé grâce aux efforts de la science. Fin de citation. Eh bien, c'est Léon Blum, également à la Chambre, le 9 juillet 1925. Et l'on peut, sans exagération aucune, pousser l'analogie. Collabos ils sont aujourd'hui comme collabos ils étaient hier. La gauche, à l'aide de prétendus intellectuels proliférant sur les cadavres de leurs grands anciens et du journalisme phagocyté par l'armée des petites mains sophistes qu'ils ont enfantés, la gauche a réussi le tour de force de préempter la résistance et de faire porter sur la droite la culpabilité qui était d'abord et massivement la sienne, et de se défausser de sa mauvaise conscience sur ses adversaires. Aujourd'hui, elle le fait sur le peuple, qu'elle méprise et honnie. C'est bien la Chambre du Front Popus qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain, Mitterrand qui a été décoré de la Francisque, et les socialistes pacifistes qui ont été les principaux alliés objectifs des fauteurs de guerre, comme les cadres de la collaboration. Et c'est à droite, et même à la droite de la droite, comme on dit aujourd'hui, que l'on s'est retrouvé autour de Gaulle en juin 40. Les parrains qui ont en quelque sorte porté, chacun à sa manière, la gauche New Look sur les fonds baptismaux sont Sartre et Mitterrand. Comme par hasard, deux résistants de la dernière heure, et même de celle d'après, lesquels ont imprimé dans les gènes de cette gauche le recours constant à la posture et à la surenchère morale propre à tous les résistants de la dernière heure, ces collabos de la pire espèce. Et voilà ceux qui, depuis des décennies, monopolisent le ministère de la parole et le magistère de la morale. Ces sycophantes, ces tartuffes, donneurs de leçons et prêcheurs d'une morale avariée autant que dévoyée, en un mot, la gauche bourgeoise et vénale, mais qui se veut divine, avec son ultime déjection, le gauchisme culturel, ces gens ont saturé l'espace public et imposé leurs dictats idéologiques, alors que ce sont des hypocrites, des menteurs, des traîtres, et pour le dire d'un mot, de pitoyables enfoirés. Et oui,
Il est lucide de voir dans l'achèvement chaotique actuel de l'invasion subie depuis des lustres par nos pays une menace non seulement pour ce que nous sommes, pour nos mœurs, le peu qu'il reste de notre art de vivre, pour notre liberté et même notre prospérité, mais aussi une menace directe pour la vie et la sécurité de chacun et de ses proches au quotidien. Oui, il est logique de considérer qu'une société multiethnique, multiculturelle, bref, multi-tout, ne peut que s'effondrer dans les pires conflits et convulsions, sauf à être soumise à un empire à la poigne de fer. Et partant, il est justifié de la refuser de toutes ses forces. Oui, il est juste de considérer que dans un tel contexte, les rapports de force sont d'abord des rapports démographiques, que la démographie s'analyse en dynamique, et que dès lors, nous avons introduit un puissant déséquilibre dans notre propre pays, de nature mortifère pour ses habitants historiques, que nous avons organisé notre infériorité numérique sur notre propre sol, ce qui est démentiel, et qui déjà se traduit en un long et terrible martyrologue de nos compatriotes. Oui, il est logique de considérer que ne sont pas légitimes, et non seulement sont illégaux, les envahisseurs qu'on nous impose, au mépris de tout choix démocratique, et au prétexte d'une fatalité qui n'existe pas, qui déguise une volonté bel et bien politique et un projet millénariste. Oui, il est légitime de refuser le diktat de la bien-pensance totalitaire et des irresponsables politiques, au service d'intérêts contraires à ceux de leur peuple. Loin au-dessus de la doxa imposée, il y a les principes. Leur supériorité peut soulever les montagnes et changer le cours des choses. Et loin au-dessus de la légalité, il y a la légitimité. Cette dernière ne s'impose ni ne se décrète. Elle n'est pas affaire de rapport de force. Elle est ou elle n'est pas. Principe au lieu d'un réalisme d'esclave, et légitimité, par-delà les légalités changeantes, en l'occurrence traîtresses, sont les deux ressources qui permettront de redresser toutes les situations, de renouer avec notre pays et notre destin. C'est sur elles qu'il faut se fonder, sans hésiter ni trembler sur les conséquences qu'elles impliquent. C'est ce qu'il faut rappeler en toutes circonstances, sans craindre les torquemadas intellectuels, sociaux ou même judiciaires de la pensée unique. Il faut soutenir ce timide mouvement de résistance de citoyens qui s'esquissent contre cette étape décisive de notre liquidation qu'est cette dissémination de clandestins jusque dans les moindres recoins de notre pays. En développant les arguments qu'on a avancés, en les défendant bec et ongle, haut et fort, sans concession. À chacun d'y contribuer à la mesure de ses moyens.